Voilà. Bon, bah, je pense que ça fonctionne. Ok, bon, bah, merci d'être là quand même. Donc, vous m'avez demandé une petite conf sur les NAC. Je pense que ça va être quand même plutôt du basique et on va essayer de pousser un petit peu plus si vraiment c'est trop basique, surtout sur les petits mammifères. N'hésitez pas à me le dire, j'avancerai un peu plus vite. Donc, j'ai préféré le faire en 2 fois, petits mammifères qu'on voit quand même beaucoup, et on fera une deuxième conf la semaine prochaine sur les oiseaux reptiles pour que vous ayez le maximum de base théorique pour qu'on puisse vous faire de plus en plus de choses aussi, parce que les oiseaux et les reptiles, c'est nous qui les faisons en général, mais il n'y a pas de problème pour vous les laisser faire si vous êtes intéressés aussi. Ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. On va faire comme ça. Ok, donc juste pour revenir sur votre rôle, faut vraiment pas vous dévaloriser parce que nous on a vraiment besoin de vous, même en NAC, non seulement pour faire les soins et malheureusement ici c'est surtout ça que vous faites, mais vous êtes là pour détecter les anomalies, vous êtes là parce que oui les soins des fois, surtout les gavages, c'est pas évident et c'est pas forcément très intéressant, mais en fait c'est hyper important pour nous derrière, voir en évolution sur la journée. Il faut vraiment que vous discutiez le maximum avec nous et c'est ça qui est vraiment le plus important. Que les animaux soient vraiment au propre, ça j'insiste plus parce que c'est vraiment la base de base, les urines, les selles, l'appétit et les trucs comme ça, faut pas hésiter avec tous les poils qui sont dedans, ça aussi c'est une anomalie super importante parce que pour nous c'est peut-être ça en fait le diagnostic et ça nous on le voit pas forcément parce que c'est pas forcément nous qui nettoyons les cages derrière. Hop. Alors, au début je voulais faire un plan avec ça là. Mais en fait, ça allait être un petit peu compliqué, un peu fouillis, donc j'ai préféré diviser par espèce. Et quand il y aura des redites, vous verrez, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se recoupent. Donc en gros, on va détailler les différentes espèces avec un gros focus quand même sur le lapin, les autres rongeurs herbivores, donc Kobe, Octodon et Chinchilla, le furet, et après les omnivores, donc tout ce qui est hamster, souris et rat, et j'en oublie un. Et ensuite un mini focus d'anesthésie pour que vous ayez quand même 2-3 bases de ce que nous on fait, de ce que vous pouvez apporter si vous êtes là pour la Nest, parce que mine de rien c'est quand même aussi la base. Et dans toutes ces parties on va détailler donc les gestes techniques, les particularités anesthésiques, vous au téléphone, urgence, pas urgence, truc classique ou pas, et les premiers gestes que vous devez conseiller. Est-ce qu'on attend le lendemain? Est-ce que c'est une vraie urgence ou pas? Et la contention et les soins. Mince. Bon. Ça, juste parce que c'est mon lapin. Alors, le lapin. Très rapidement, la contention. Bon, vous savez tout attraper un lapin. Voilà, c'est hyper sympa. En général, ça mord pas. Il n'y a pas trop de danger. Le seul danger, vous le savez, c'est faut bien tenir le bassin comme là. Faut pas qu'il saute. Et juste vous méfier des gros lapins blancs là, de labo qui sont un peu cinglés parce que à chaque fois, ils sont pas forcément l'habitude d'être manipulés non plus. Donc ceux-là, il faut faire particulièrement attention parce qu'en plus, ils sont lourds. On n'a pas forcément l'habitude et il faut être vraiment vigilant là-dessus parce que malheureusement, les fractures vertébrales, là, ça, la fracture, elle est là. Donc la vertèbre, elle est cassée en 3 en fait. C'est paralysie et c'est vraiment un motif d'euthanasie. Hein. Donc, faut faire hyper gaffe par rapport à ça. Pour les soins, donc bon, l'analgésie, vous connaissez tous, avec les petits lapins là qui sont hyper pas bien, avec vraiment la position, la tête sur le sol, les pattes repliées avec la position un peu du prieur comme ça. Ça, j'insiste vraiment de façon très importante. Quand vous avez un gros chenil, on sait que c'est hyper compliqué, que vous ne pouvez pas faire tous les soins à 10 heures, que tout soit prêt et que tous les soins aient été faits à 10 heures pour tout le monde. Par contre, il faut vraiment que les morphines et les buprés soient faits pour tout le monde dès 10 heures. Vous avez 10 animaux, c'est pas grave, vous faites toutes les morphines, vous piquez tout le monde dans les cages s'il faut. On vous aide aussi. Et si les gavages finissent à 11h, 11h30,
tant pis. Mais les morphines, il faut vraiment qu'elles soient faites à l'heure. Même le Metacam, s'il a un peu de retard, c'est pas hyper grave, c'est 2 fois par jour. La morphine, c'est toutes les 4 heures. Si on décale déjà d'1 heure ou de 2 heures, enfin, la cinétique, elle n'est pas du tout respectée et après, ça peut quand même vraiment poser problème. Ok. Ensuite, le gavage. Le gavage, on est tous d'accord, c'est chiant à faire, c'est long, mais c'est quand même en fait hyper essentiel. C'est vraiment la base du traitement pour la plupart des affections, malheureusement. Il faut être patient, il faut prendre son temps, d'où l'importance de faire tous les autres traitements et surtout l'analgésie avant pour pouvoir prendre le temps de faire les choses correctement aussi derrière. Parce que gaver le lapin avec l'énorme seringue, donc soit à la seringue de 1, soit à la seringue de gavage de 50 ml. La seringue de gavage de 50 ml, on est d'accord, ça va plus vite, c'est plus facile, mais il en met la moitié à côté. Donc il faut vraiment prendre le temps et sur les animaux compliqués, au pire, on fait la moitié, on fait les autres parce que c'était compliqué et on revient sur lui après. Et il ne faut pas hésiter à nous dire comment il prend le gavage, l'animal. Franchement, un animal qui ne déglutit pas du tout, le but, ce n'est pas de lui en mettre le maximum dans la bouche. Le but, c'est que vous me disiez, voilà, il ne déglutit pas du tout, j'arrête, parce qu'honnêtement, ça ne sert à rien. Et ça, pour nous, c'est vraiment un facteur pronostic hyper négatif. Et c'est peut-être pour ça qu'on va passer de la morphine au FLK et qu'on va alerter les propriétaires aussi. Parce que oui, entre ne pas manger parce qu'il n'a pas envie, il saute partout, il se débat parce qu'il va bien et il ne déglutit pas et ça coule, c'est quand même 2 choses différentes et qui sont vraiment très importantes à nous notifier derrière. Classiquement, vous connaissez tout le critical care. Faites attention parce que des fois, c'est quand même notifié. L'EMRED herbivore, celui-là, c'est vraiment pour les soins intensifs, par exemple en post-op de chirurgie digestive ou en post-op de trucs un peu particuliers qu'on ne fait pas forcément souvent, mais on met celui-là. Il faut vraiment faire hyper gaffe quand vous le préparez, déjà de ne pas vous tromper parce que ça peut buter l'animal si vous vous trompez entre omnivore, carnivore et herbivore, surtout sur un herbivore. Et en plus de ça, il faut quand même que ça soit chaud, donc pas l'EMRED directement sorti du frigo, s'il vous plaît, parce que ça peut vraiment faire un choc pour les petits loups, surtout en post-op de chir. Si on met ça, c'est qu'ils sont vraiment pas bien. Donc, il faut bien quitte à le refaire à chaque fois, c'est pas très grave, vous en faites des toutes petites quantités, c'est pas un problème. Voilà, et typiquement, je sais pas si ça a fonctionné. Ouais, très bien. Typiquement, ça, c'est pareil. Est-ce qu'on gave, est-ce qu'on gave pas Oui, on gave, mais il n'y a pas besoin. Oui, c'est Faustine qui joue avec sa tasse. Il n'y a pas besoin. Voilà, il faut aussi proposer les choses aux animaux, surtout pour les furets, on reviendra dessus, mais leur proposer au doigt. Il n'y a pas besoin de catcher un animal. Des fois, il y en a qui mangent hyper bien. Et puis, pareil, celui-là, on va pas le gaver, quoi. Il mange hyper bien. Il a plein de sel. Vous nous demandez toujours quand c'est notifié, mais sinon, si on peut éviter, on évite. Mais en général, je vous répondrai quand même qu'il vaut mieux le gaver. Les gestes techniques, bon, ça, vous connaissez les injections sous-cute. Le faire partout, oui. N'hésitez pas à aspirer avant l'injection, surtout sur la morphine, parce que quand vous la passez à côté, qu'il faut refaire qu'il faut retourner en chir, remettre le numéro de dossier et tout ça, c'est un peu relou. Donc, n'hésitez pas à aspirer avant. Aussi, il y en a pas mal. À chaque fois, je le dis, mais je ne sais plus à qui je le dis ou pas. Évitez de diluer la morphine et la buprée parce que c'est super de ne pas piquer 15 fois quand on a Metacam, Prévomax, Azantag, la sous-cute, la morphine. C'est super d'éviter de faire 5 sous-cutes. Mais n'hésitez pas à passer à l'Epijets. Vous mettez tout sauf l'analgésie. L'analgésie, on évite de la noyer dans la perf sous-cute qu'on fait souvent au niveau du cou. N'hésitez pas à mettre la toute petite morphine au niveau des fesses pour qu'elle soit résorbée plus rapidement. Alors, la seringue de 1, c'est toujours une seringue de 1. Si vous êtes en train de préparer un injectable avec une seringue de 2 ou plus gros, c'est que vous êtes en train de faire une erreur ou qu'il y a une erreur sur la feuille. Ça nous arrive, on n'est pas non plus infaillible, donc n'hésitez pas, si vous trouvez une dose bizarre, vous nous demandez. On est hyper disponible, on est toujours là avec Elisabeth. N'hésitez vraiment pas à nous demander. Donc, on fait le minimum d'injection, on met une aiguille orange parce qu'on n'est pas des sauvages, et on fait les fluides sous-cute à l'Epijets. Si vous vous sentez de faire à l'aiguille parce que les Epijets, ça coûte cher et que voilà, vous pouvez. Sinon, vraiment, les Epijets, c'est quand même hyper agréable. Les IM. Les IM, vous en faites jamais parce que c'est douloureux. L'avantage par rapport à la sous-cute sur les traitements de soins classiques,
pas ouf, quoi. Donc, on les fait comme chez les chiens-chats, hein, muscles lombaires, muscles de la cuisse. En général, moi, je préfère quand même qu'on soit à 2, un pour tenir, un pour piquer, pour quand même éviter les fractures vertébrales. Mais souvent, en fait, on l'utilise surtout en pré-med pour la DEX. Mais bon, si vous avez l'occasion d'en faire, pareil, comme chez les chiens-chats, on aspire avant et on injecte plus ou moins vite en fonction de la réaction de l'animal et du type de produit, si ça pique ou pas. Les prises de sang. Les prises de sang, vous en faites quasiment pas, mais on peut vous les laisser faire avec plaisir. Moi, je vais faire une prise de sang, il n'y a aucun problème, je vous tiens l'animal. Si c'est pas le truc relou qui a déjà été piqué 15 fois, mais pour un bilan pré-op, pour une ovario, pour n'importe quoi, les prises de sang, c'est avec plaisir que je les laisse faire. Donc là, c'est tondu, hein, mais on met juste de l'alcool, on écarte les poils. Très souvent, ça passe plutôt bien. Et le lapin, il a 2 pattes, il a 2 jugulaires. Vous loupez, c'est pas grave. Donc, les veines chez le lapin pour les prises de sang, donc c'est la safène externe plus. On ne vous laissera pas faire sur un animal complètement déshydraté où déjà nous, on galère de fou, surtout en urgence, où ils sont tout secs avec un débit pourri, où on se dit avec déjà 2 pattes, je ne vais pas forcément y arriver. Donc, n'hésitez pas à nous demander quand l'animal il est assez stable, assez hydraté, c'est pas un problème. Les jugs, on évite. Hein. C'est hyper dur une jugue sur un lapin. Ça se fait comme un chat. Ça se fait totalement comme un chat. Hein. Mais déjà, c'est un tout petit coup. C'est hyper stressant pour le lapin. Très souvent, il faut potentiellement être 3. Une personne pour tenir la tête, les fesses, une personne pour les pattes, une personne pour piquer. En vrai, c'est pas facile. On se loupe régulièrement. Et en plus de ça, quand c'est des femelles qui ont un fanon de gras immense, on n'arrive même pas à atteindre la jugue. Donc, ça fait un externe. Et honnêtement, les céphaliques, non. Les veines caves, on en reparlera. Ça, c'est en cas d'anesthésie et d'animal hypercritique. Mais ça, je ne pense pas que vous en ferez tous les jours non plus. Les catés, c'est pareil. Les catés sur un bélier qui va bien, moi, je vous laisse poser, il n'y a pas de souci. Pareil, il y a 2 oreilles. Par contre, c'est vrai que sur nos lapins tout pourris de stase, qui est tout déshydraté avec des toutes petites oreilles, ça, on va le faire nous. Mais là-dessus, honnêtement, on vous laisse faire, hein. Il n'y a pas de problème. Les oreilles. Pourquoi les oreilles? Parce que c'est hyper cool une oreille. Déjà, c'est hyper facile pour faire la contention, pour le poser. En général, au pire, on fait le petit burrito avec la serviette. Honnêtement, on n'a quasiment jamais besoin de les burriter, les lapins. Et en plus de ça, ça passe bien sur une oreille. Le gros inconvénient des pattes, c'est que la céphalique, elle est complètement repliée dans le pli du coude. Enfin, c'est comme les chats, hein. Les chats qui sont tout le temps comme ça passe pas. Les lapins, c'est pareil. Et vous avez bien vu la posture d'un lapin pour une safène externe. En fait, rien que de poser le cathéter, de le fixer, c'est hyper compliqué sur une safène externe. On le fait quand on n'a pas le choix, mais honnêtement, c'est un lapin qui va biper toutes les 3 minutes et qui n'aura pas forcément sa perf. Et honnêtement, quand je suis obligée que c'est pour une perf de FLK, je vous demande de faire de la morphine en plus, au cas où il n'est pas assez de FLK. Donc bon, les oreilles, c'est trop bien. Pour résumer. Où est-ce qu'on place le cathéter sur une oreille? Pas là, pas sur le 2 là. Parce que le 2, ça c'est l'artère. L'artère, déjà, elle va pisser plus. Il y aura une grosse hémorragie. Et en plus, si on pousse des trucs là-dedans, ça fait une nécrose généralisée de l'oreille. Donc, on ne touche pas à l'artère. Par contre, ça se voit super mal sur le diapo, mais là, on a une veine. Donc, c'est en latéral de l'oreille. Donc, vous tondez à cet endroit-là, vous faites un mini scrub comme d'habitude. La Chlorhex, on fait juste attention aux yeux parce qu'ils sont juste à côté. On met un coup d'alcool. Pareil, l'alcool, on met d'abord sur une compresse, on met pas des bourrins pour les yeux. Et on fait en sorte que ça ne soit pas trop humide pour éviter de galérer à tout scotcher derrière. Mais vous avez une autre veine qui n'est pas hyper pratique, mais sur les très grandes oreilles, ça marche. C'est la veine auriculaire médiale. On pense au burrito aussi, parce que très souvent, on est en train de poser son cathéter et on a oublié le petit boudin là qu'on met dans l'oreille pour que ça se fixe bien. C'est pas top. Donc, à la taille de l'oreille, bien sûr. Sur un bélier, ça va être 3-4 compresses qu'on roule. Sur un tout petit, ça va être 1, 2. Au pire, vous adaptez. Et je vous conseille aussi de ne pas faire comme là, de couper vos ailettes
Nous, on utilise quasiment que des catés violets parce que les catés jaunes ici sont pas top. Ils font souvent un peu... quand on pousse sur la peau des lapins et des furets, c'est l'horreur, ça fait accordéon sur le truc. Donc, je vous conseille quand même de poser un caté violet. Si après, dans vos futures cliniques, vous avez des super catés, les jaunes, ça passe très bien. Même un bleu sur un gros lapin, c'est top. Mais voilà, comme je vous disais, ça fait une externe, c'est phallique. Ça se fait quand on n'a pas le choix, mais c'est pas top. Pensez vraiment à accrocher la tubulure en l'air parce que les lapins, ils sont en haut, surtout en nuit, vous n'avez pas le temps de les checker toutes les 3 minutes. Il faut qu'ils aient leur perf. Donc, mettez bien en l'air et sur la partie, et ça c'est pareil pour les oreilles, ils vont avoir plus de mal. Dès que vous mettez sur les pattes, ils vont avoir accès forcément à un morceau de tubulure. Donc, n'hésitez pas à mettre du V-trap sur la tubulure qu'ils peuvent avoir accès pour éviter qu'ils la mangent. L'intra-osseux, c'est pareil. N'hésitez pas à nous demander à savoir faire. C'est un geste qui est hyper simple, en fait. C'est super simple et en urgence, c'est une voie, entre guillemets, d'urgence qui est hyper cool. On n'en fait jamais sur les chiens-chats. Et ça, vous pouvez le faire super facilement sur un mort. Hein. On aurait pu le faire sur Zidane, d'ailleurs. J'y ai pas pensé. En gros, ça se met sur le tibia. Ça se fait en 3 secondes. Vous tombez un peu... hop, direct dedans, avec une aiguille. N'hésitez pas à demander la prochaine fois qu'il y a des morts. Aiguille bleue à aiguille jaune, c'est quand on n'a pas de voie veineuse ou sur une réa où on n'a pas le temps, ou on verra sur les prochains, sur les tout petits, là, les chinchillas et tout, où il n'y a pas de veine, où il faut les anesthésier, où c'est galère pour les IV, pour les stabiliser le temps, soit qu'ils meurent, soit qu'ils aient une plus grosse veine, on peut mettre un cathé intraosseux et c'est la même chose qu'une voie intraveineuse d'un point de vue, on passe tout dans un intraosseux. On passe de l'augmentin, on peut passer du phéno, on passe vraiment tout ce qu'on veut, tout ce qu'on passe en IV. Le seul problème, c'est que la veine, elle va se refermer, c'est quelque chose d'élastique, donc il n'y aura pas de fuite sur un cathé intraveineux, je vais y arriver. Par contre, l'intraosseux, on a foré l'os. Par contre, il ne faut pas s'y reprendre à plusieurs fois, parce que si vous voulez mettre sous perf, il y aura des fuites en fait, parce que l'os, il ne se rétracte pas autour de l'aiguille. Donc, il faut juste faire attention à ça, et en général, ce n'est pas plus de 24 heures, après ça fait un œdème énorme, et il n'y a plus rien qui passe. Le seul problème, c'est qu'en fonction de la taille de l'aiguille que vous avez mis, plus vous mettez petit, plus il y aura de la pression, plus votre pouce perf sera compliqué à passer. Donc c'est pour ça, si vous avez possibilité de mettre une aiguille jaune, c'est mieux. Soit vous faites ça anesthésié, soit vous faites ça vigile, mais vous faites une locale à la lido. Mais ça, de toute façon, vous le ferez forcément avec un veto. Mais si un jour, pour X ou Y raison, vous êtes tout seul, ce qui arrive, un lapin qui arrive pseudomort, si vous voulez essayer quand même de faire une réa et d'avoir l'impression d'avoir fait quelque chose, même si ça ne sert pas à grand-chose. Vous pouvez faire, de toute façon, foutu pour foutu, vous pouvez très bien essayer de poser un intraosseux. La gly. La glycémie, c'est quelque chose qu'on fait ultra régulièrement pour détecter les chocs septiques, les déficiences au niveau sécal. Donc, en général, il faut quand même le faire avec nous parce que le lapin n'a pas de coussinet. Donc, on ne peut pas faire comme les chiens, les chats, les furets, où c'est assez facile, on fait à l'oreille ou à la patte, au coussinet, et vous n'avez pas besoin de nous. Très souvent, on est obligé de faire quand même des mini prises de sang à la safène parce qu'aller taper l'oreille juste pour une mini goutte de sang, c'est pas forcément le top. C'est douloureux, on n'a jamais ce qu'il faut, ou alors il faut tondre. Enfin, c'est un peu galère. Donc, n'hésitez pas à nous demander. Les coupes des griffes, bon... tout pareil, hein, c'est hyper classique, mais ça, pareil, dans les autres cliniques, c'est vous qui le faites. Hein. Les coupes de griffes à 10 balles, où les gens viennent juste, on fait tac-tac, c'est les ASB qui le font, et ça la fout mal quand on n'a pas de cautère, et qu'on rend un lapin avec la petite goutte de sang sur chaque griffe. Ce qui est hyper relou, c'est les lapins avec les griffes noires. Donc, n'hésitez pas à mettre une lampe pour voir en fait la veine et être sûr que vous n'avez pas fait de bêtises. Honnêtement, si vous avez un doute, il y a plein de poils autour de la griffe. Vous coupez au niveau des poils. Et normalement, ça vous est pointé, ils sont contents. Les urgences. Alors, on arrive un peu sur une partie un peu plus intéressante. Donc, l'urgence numéro 1 du lapin, la stase digestive, hyper classique. Sauf que stase digestive, ça veut tout dire et rien dire. D'accord ? C'est un ensemble de facteurs. Et stase, ça veut juste dire que le système digestif est à l'arrêt. Pourquoi ? On n'en sait rien.
mais c'est juste que c'est à l'arrêt. Donc, tout ça, là, anorexie, arrêt de transit ou ralentissement de transit, baisse d'état général, abdomen distendu, tout ça, c'est des motifs d'urgence tout de suite. C'est urgent, urgent. C'est de nuit et c'est tout de suite. Ça attend pas le lendemain, ou alors, voilà, il y a un risque que ça se dégrade, que ça s'obstrue si c'est pas déjà obstrué, etc. Il faut leur dire qu'il y a plein de causes possibles, qu'il ne faut pas gaver. C'est hyper important. Il y a des gens, ils ont déjà eu une stase une fois, ils ont du gavage à la maison et ils gavent. Ils gavent parce qu'ils pensent que c'est ça qu'il faut faire. Sauf que si c'est une obstruction sur un tricot-bézoir ou autre chose, et ben gaver, c'est faire vraiment pire que mieux. Surtout que ces animaux-là, ils arrêtent de boire, donc ça se dessèche et après ça fait une énorme boule impactée dans l'estomac et c'est l'horreur. Donc on gaffe pas, sauf si on a un contexte dentaire. Les gens, ils savent que c'est dentaire, on est habitué, c'est tout le temps comme ça. Si c'est dentaire et que l'animal a hyper faim, ok, vous gavez, ça attend le lendemain. Mais en général, ce genre de personnes, ils savent et ils vous le disent. Donc en gros, les conseils qu'il faut donner, c'est on met au calme, on met au chaud, on le laisse tranquille, on lui laisse l'eau à disposition. Ils peuvent donner quand même des pipettes d'eau à boire sans problème, mais on évite quand même de gaver et on essaye de proposer le maximum de légumes, de nourriture pour voir ce qu'ils pourraient manger. Et il faut bien parler des complications. Obstruction, état de choc, mort. De toute façon, en général, ça finit toujours comme ça, les complications. Les diarrhées. Les diarrhées aussi, c'est quand même une grosse cause d'urgence. Surtout chez le jeune, chez le petit de moins de 3-4 mois, c'est une urgence vitale. C'est très souvent en lien avec une coccidiose. Et là il va se vider et il va mourir rapidement s'il n'est pas vu, même s'il est vu, mais si on veut lui donner une chance, il faut qu'il soit vu très très rapidement. La diarrhée, alors c'est super moche sur mes photos au vidéoprojecteur, mais faut faire attention de faire la différence entre diarrhée et selles normales. Ça, c'est des selles normales, mais c'est des sécotrophes. D'accord. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est la sécotrophie, les sécotrophes, tout ça. C'est quelqu'un qui vont manger derrière. Ouais, c'est ça. En gros, dans la nuit, le matin ou en début de soirée, vers le nocturne, quoi, ils font des selles qui sont différentes, donc qui sont toutes agglomérées comme ça. Mais on voit quand même des boules, c'est aggloméré et en fait normalement vous les voyez jamais parce qu'ils les mangent directement. Ils recyclent en fait leurs vitamines, leurs bactéries et c'est réingéré en fait avec du mucus à l'intérieur. Donc effectivement, si vous retrouvez des sécotrophes, c'est pas normal, ça veut dire qu'ils les mangent pas, mais c'est pas un motif d'urgence. Ça peut attendre le lendemain, le surlendemain. Si effectivement ils mangent toujours, qu'il y a toujours du transit et qu'il y a un bon état général. Ça, c'est des selles normales. Par contre, la bouse, là, voire complètement la diarrhée, ça, c'est un motif d'urgence. Ce que vous conseillez, c'est retirer les légumes, qui sont quand même une bonne source d'eau et qui ne sont pas super bons. Les causes, c'est surtout infectieux, donc avec la coccidiose chez le jeune, et sinon, c'est bactérien, la plupart du temps avec des entérotyphlocolytes chez l'adulte. Et voilà, si les gens ils veulent pas venir en urgence, c'est pas top et tout, vous pouvez toujours leur conseiller et qui savent pas la différence entre les sécotrophes et la diarrhée, vous n'hésitez pas à leur demander de nous envoyer une photo en leur disant que si c'est de la diarrhée, par contre c'est urgent quand même. La détresse respi. Ah, j'ai une vidéo, mais elle est toute petite, on la verra tout à l'heure. La détresse respi, pareil, ça vous connaissez, hein, c'est pas bien compliqué. L'animal qui respire très très vite. Là, on va arriver dans la période de chaleur, donc il faudra bien leur demander est-ce qu'il est au frais, est-ce qu'il n'a pas pris un coup de chaleur, mais il ne faut pas non plus se résumer à ça et dire qu'un animal qui respire mal, c'est un coup de chaleur, même quand il fait chaud. Les complications, c'est voilà, la respiration gueule ouverte, même chez le lapin, je vous montrerai la vidéo après. Respiration gueule ouverte, c'est pré-mortem, hein, quasiment. Donc, bon, il ne faut pas être trop positif avec ces gens-là. La cyanose des muqueuses, donc quand on vous dit « ouais, mon lapin, il a la langue bleue ouais, c'est pas top. Hein. Et après, la mort. Vous, honnêtement, ce genre d'animaux, vous ne les touchez pas. Vous les balancez en couveuse, vous balancez de l'oxygène et vous les laissez tranquilles. Et on fait le minimum de choses et c'est le veto derrière, que ce soit l'interne ou nous en urgence, qui décide quand est-ce qu'il est assez stable pour faire plus.
Les convulsions, tout pareil que chez les chiens-chats. C'est hyper difficile de faire la différence, des fois, entre des convulsions et une grosse crise de syndrome vestibulaire. On verra après. Les convulsions, très souvent, ils vont vous dire bah voilà, il est sur le dos, il est tout dur, enfin, il est tout raide, etc. Et là, il est normal. Ça, c'est une convulsion. D'accord. Donc, on le met dans le noir, au calme, et on vient quand même en urgence parce que la crise peut se répéter. Et il ne faut pas qu'ils hésitent à filmer la crise parce que ça se trouve, c'est du syndrome vestibulaire, ça se trouve, ça va nous aider derrière. Donc, s'ils ne veulent pas venir en urgence et qu'ils veulent venir que le lendemain ou aller voir leur véto traitant, qu'ils filment et qu'ils essayent de surveiller. Les complications, bah, c'est le status, hein. Les crises qui sont de plus en plus rapprochées, voire qu'on n'arrive pas à arrêter, ou alors carrément qui en continue, quoi. Et bon, la mort. Ça, c'est hyper important. On ne le fait pas assez en chien-chat parce qu'en même temps, les chiens-chats, ils mordent quand ils convulsent. Le lapin, il ne mord pas. L'intranasal, c'est hyper pratique. Vous lui mettez dans le nez le midazolam ou le Valium. Ça marche aussi bien que dans le rectum. Donc, le rectum chez les chiens et les chats, il est assez disponible. Chez le lapin, il faut les poils, les machins. Vous mettez dans le nez, c'est déjà pas mal. Sur un lapin, ouais. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Tu mets 0,1, 0,2 dans le pif de Mida et après tu le laisses tranquille. Déjà, ça aide bien. Et puis après, tu vois comment il réagit. Après, c'est le véto qui voit. Mais sur un lapin standard d'1 kg, 1,5 kg, ouais, 0,1, 0,2 dans le nez, c'est déjà pas mal. Hyper important aussi. Les intox. Vous ne pouvez pas dire au téléphone, bah, peut-être que c'est une intox, il faut venir en urgence. Par contre, si on vous dit, je me suis trompée d'antiparasitaire, mon pharmacien m'a donné du fipronil. Fipronil, c'est vraiment un truc qu'il faut connaître. Le frontline, le broadline, urgence, 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 urgence. Donc, avant de venir en urgence, les gens, il faut qu'ils lavent leur lapin. Le problème, c'est que le fipronil, c'est un neurotoxique, que ça peut faire des convulsions, des tremblements, du coma. Enfin, c'est un peu pas top. Donc, si les gens, ils n'ont pas l'habitude que le lapin, il est effrayé et qu'il commence à laver le lapin, il peut déclencher une crise. Donc, c'est un petit peu à double tranchant. Si les gens ne veulent pas venir, c'est ce qu'il faut conseiller. Par contre, si les gens viennent, c'est dans le noir, on le met au calme, pareil, comme d'habitude. Et nous, par contre, en urgence, et ce n'est pas un lapin qui attend pendant 30 minutes dans la salle d'attente. C'est un lapin auquel vous faites 0,1 de midazolam dans le nez pour le calmer et faire le lavage tranquillement. J'en ai eu un il y a un mois et demi. Voilà, c'est ça. Il y a un mois et demi. Et c'est un vrai lavage. Et c'est comme chez les chiens-chats. Quand c'est cutané, on mouille le lapin et on fait attention à la tempé. On fait attention vraiment beaucoup à la température. On mouille le lapin et au niveau de la zone qui a été en contact avec la pipette, vous mettez de la vaseline ou un corps gras et ça permet en fait de décoller le produit. Et ensuite, vous mettez du shampoing et vous shampouinez partout. Et ça, vous le faites 3-4 fois en fonction de l'état du produit. Et ensuite, vous passez 3 quarts d'heure à sécher votre lapin. Et en amont, vous avez bien sûr mis la couveuse en marche parce que c'est un lapin qui va forcément tomber, qui va forcément chuter en température. Forcément. Quoi que vous fassiez, votre animal va finir à 35, 35,5 et il faudra vraiment monitorer. Et ce genre de lapin, il faut les garder quand même. Faut prévenir les gens que sur ce genre de choses, il y aura sûrement une stase post. Après, c'est pas votre rôle, mais c'est vous qui êtes à l'accueil, c'est vous qui êtes au contact des gens. Nous, on est en train de laver le lapin ou on est occupé à faire autre chose. C'est vous qui rassurez les gens et vous êtes vraiment la première ligne de défense. Et d'avoir quelques infos comme ça, vous ne pouvez pas tout connaître et ce n'est pas du tout votre rôle. Mais d'avoir 2-3 bases, les gens, ça les rassure. Et même pour vous, c'est quand même hyper intéressant aussi derrière. Si vous êtes à l'accueil, n'importe quand, que vous ne savez pas. Ouais, mon lapin, il a mangé telle plante. J'en sais rien. Soit vous nous appelez et on n'en sait rien parce qu'on n'est pas infaillible. Soit vous leur dites d'appeler un centre antipoison animal. Il y en a 2 en France qui sont ouverts 24 heures sur 24. Il y a le CAPA à Nantes et le CNTV à Lyon. Donc, ça vous dédouane complètement. Ils appellent et c'est eux qui décident vraiment du caractère d'urgence ou pas. OK. Dans le doute, si les gens ils n'ont pas le temps, s'ils sont paniqués, ils viennent. Et au pire, ils payent pour rien. Alors, là, on va passer sur les
pseudo-urgence, entre guillemets. Le syndrome vestibulaire. Le syndrome vestibulaire, c'est quelque chose qui panique les gens, mais vraiment qui panique les gens, parce que ça fait des lapins, on ne voit même pas où est la tête, où est les fesses, mais là, il y a la tête. Et là, en fait, il y a les membres qui sont complètement en extension et complètement raides. Et ça, c'est un animal qui est en pleine crise de syndrome vestibulaire. Le syndrome vestibulaire, c'est une atteinte la plupart du temps de l'oreille interne, qui a plusieurs causes, mais voilà, et qui se caractérise soit par une tête penchée, là il ne fait pas juste le mignon, hein, il a vraiment la tête penchée, soit ils tournent en cercle, soit carrément en fait ils tournent sur eux-mêmes et ils font des crises vraiment de tournis. Et très souvent aussi, ils peuvent vous dire je ne comprends pas, mon animal, l'œil, il n'arrête pas de vibrer. Ça, c'est un nystagmus. Et c'est un truc de syndrome vestibulaire aussi. Donc, soit les gens, on peut soit les rassurer, soit ils viennent. En général, ils viennent. Quand ils sont comme ça, ils viennent. C'est hyper choquant, en fait, pour les gens. Mais en vrai, ce n'est pas une vraie urgence. Parce que l'animal, il n'est pas en état de choc ou quoi que ce soit. C'est juste que pour lui, en fait, ça tourne. C'est comme si on vous met sur une chaise roulante, on vous fait tourner, vous vous levez, vous n'avez plus aucune tension et dans votre tête, ça tourne et vous tournez aussi sur vous-même. Ça, c'est ce qui se passe dans leur tête. Et c'est pour ça qu'ils tournent et qu'ils ont la tête penchée. Ce qu'il faut conseiller, c'est que plus vous les bougez, plus ça tourne et plus ça empire. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, c'est vraiment essayer de les caler. Et on prend une boîte à chaussures, par exemple, typiquement. Boîte à chaussures, on essaye de le caler sur ses pattes. On met des torchons ou des alaises ou n'importe quoi pour le caler et on le laisse dans le noir. Et on essaye de le soulever le moins possible. Par contre, il faut vraiment bien le contenir pour faire attention aux fractures vertébrales parce que ça tourne. S'ils ne veulent pas venir en urgence, il faut leur conseiller d'essayer d'apporter la nourriture à la main parce que ça tourne tellement qu'ils ne vont pas chercher leur nourriture. Et c'est ça la principale complication, c'est qu'ils n'arrivent pas à manger tellement ils sont désorientés et qu'il n'y a pas de transit. Donc là, tout de suite, ça devient une urgence. Mais il ne faut pas hésiter à donner de l'eau en attendant la consultation. Un truc bête aussi, on ne met jamais un vestibulaire qui fait des crises de tournis sous perfusion parce qu'il s'étrangle. Si nous, on le fait, c'est qu'on n'a vraiment pas le choix. Et dans ce cas-là, il faut le checker hyper régulièrement. Mais en nuit, c'est un animal qu'on va descendre pour que vous ayez le nez dessus. Voilà. Les fractures, hyper pas urgent, mais hyper fréquent. Les gens, ils sont paniqués, ils font énormément d'anthropomorphisme. Étonnamment, c'est vraiment quelque chose qui est bien toléré chez les lapins. Un lapin avec une fracture, le tibia, il fait quasiment tout le tour. C'est un animal qui va manger, qui va se déplacer, qui aura du transit. Et alors qu'il y a quand même de la douleur, hein, mais la plupart du temps, ça va. Donc, c'est hyper fréquent. C'est pas une vraie urgence, sauf s'il n'y a pas de transit, s'il n'y a pas d'appétit, s'il est amorphe, comme d'habitude de toute façon. S'il est vraiment douloureux, il ne faut pas non plus être son cœur en mode non mais venez pas, ça sert à rien, il n'a pas mal. Si, il a mal, mais ça peut être toléré. Et si vous êtes vraiment... De toute façon, il faut toujours finir comme ça. C'est si vous êtes vraiment inquiet, vous venez en urgence quand même. Parce que c'est vraiment ce qu'il faut dire. Et si c'est une fracture ouverte, parce que le risque d'ostéomyélite derrière, il faut mettre sous antibio par contre rapidement. Si les gens ne viennent pas, ce qui est normal, cageothérapie stricte, la plus petite cage possible, on enlève les étages pour éviter que ça s'ouvre, etc. On ne met pas de marche, par exemple, un truc bête, mais il y a des lapins qui ont des litières à chat ou des litières en coin, ça on vire, parce que ça fait une marche et parce que ça risque d'ouvrir la fracture. Ok, ça va, vous n'avez pas de questions? Je ne vais pas trop vite. Ok. Les conseils de base. Ça, c'est pas trop votre job pour le moment, mais ça peut très vite le devenir si vous changez de clinique, que vous êtes au téléphone. Typiquement, les gens qui appellent en disant j'ai adopté un lapin, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois le vacciner? Est-ce que je dois le stériliser? En général, les gens, soit ils viennent directement, mais ils ont besoin d'un devis, ils ont besoin de pas mal de choses au téléphone, surtout dans les autres cliniques où il n'y a pas forcément de consultations préopératoires qui sont réalisées sur les animaux. Hyper important, il faut toujours stériliser les femelles. Les femelles, c'est vraiment hyper important. Dès qu'elles ont fini leur croissance, c'est comme les chiens-chats, donc vers 6-8 mois, est-ce qu'on fait plus tard sur les géantes?
Il n'y a pas trop d'études dessus. Et c'est mieux s'ils font plus de 1 kg parce que sinon l'intubation elle est hyper compliquée pour nous. Après si c'est un extra nain qu'il a 10 mois et qu'il va faire 900 grammes, bah tant pis pour nous, on va se débrouiller. Mais il y a plus de risques derrière au niveau de la neste. Pourquoi parce que les lapines, ça fait des tumeurs utérines et ça ne fait pas des tumeurs utérines juste bénignes. Ça fait des adénocarcinomes utérins qui sont très très souvent métastasiques ou alors donc qui font des métastases pulmonaires. Je vous ai mis un truc après, qui métastasent, qui font des trucs énormes, donc qui compriment. Donc après, on a des stases sur des lapines qui font maigrir, enfin comme un vrai cancer. Et la prévalence est énorme, 80% à partir de 4 ans. Donc un lapin, ça vit 10-12 ans. Hein. Donc, ok, il y a plein de gens qui vont vous dire « Ouais, mais j'ai super peur de l'anesthésie, etc. » Bah ouais, mais en fait, c'est un investissement aussi pour le long terme. Parce que si on attend, après, la chirurgie, elle est plus compliquée. Il peut y avoir d'autres pathologies concomitantes. Donc, il ne faut pas attendre. Après, oui, hein, il y a toujours un risque anesthésique. On en parlera après. Les mâles, il n'y a pas d'indication médicale. Donc, ça peut faire des tumeurs utérines, mais c'est comme chez des tumeurs utérines, des tumeurs testiculaires, mais c'est très souvent bénin et au pire, on les enlève. C'est pas hyper important. Par contre, très souvent, on va castrer le mâle parce qu'il fait beaucoup de marquage, parce qu'il monte sur tout. Alors oui, ça, c'est une indication comportementale, mais pas médicale stricte. Et pour les lapines, juste pour finir, donc tumeur utérine, tumeur mammaire, ça en fait, moins que sur les chats, mais ça en fait. Ça peut faire aussi des grossesses nerveuses là, de pseudo-gestation. Et bien sûr, pour la repro et pour le caractère agressif, d'un point de vue général, les femelles, c'est les plus agressifs et les plus territoriales entre les mâles et les femelles. C'est vraiment, elles peuvent vraiment devenir agressives au moment du sevrage, j'arrive pas à trouver mes mots, quand elles deviennent adultes, quoi, au moment des hormones. Et bien sûr, pour prévenir les tumeurs utérines, on fait une OVH et pas une OVE. C'est une erreur. Ouais. Désolée, je suis Dis-moi. mais les chaleurs, t'as pas vraiment de chaleur, en fait. Ça marche. Ça marche quasiment tout le temps. Quand tu regardes en élevage, la gestation d'une lapine, c'est 30 jours. Donc, en fait, en élevage, tu as des portées quasiment tous les 2 mois. Toute l'année. Ouais. Mais en même temps, s'il n'y avait pas ça, ça serait une espèce éteinte parce que c'est des proies. Donc, elles n'ont pas le temps d'attendre d'être matures à je ne sais pas combien d'années et de faire ça tous les 2 ans, ou 2 fois par an. Ok, hyper classique. La tumeur utérine toute minéralisée qui pousse tous les intestins en avant. Donc, grosse tasse digestive avec plein d'air. Et la petite métastase ici. Donc ça, hyper classique, hein, c'est un motif d'euthanasie plus. Et ça, pareil, tumeur utérine ici, tac, et les tumeurs mammaires qui sont là, tout partout. Là, il n'y avait pas de signe de métastase, mais ça a quand même été euthanasié, vu la complexité du truc, hein, parce qu'il faudrait faire une chaîne mammaire. Donc déjà, les chaînes mammaires sur les lapins, c'est déjà douloureux chez les chats. On en fait, mais c'est quand même hyper invasif et hyper important comme chir, quoi. Et en plus, il faut faire le VH, qui est vraiment pas facile quand on en est à ce point-là. La vaccination. La vaccination, elle est belle ma photo. Hein. La vaccination, ce qu'il faut dire, c'est, ils vont tous vous dire, oui, mais mon lapin, il vit tout seul, il n'y a pas d'autres lapins et il sort jamais. C'est pas une raison. La vaccination, c'est pour la myxomatose et pour la maladie hémorragique variant 1 et variant 2. Je vous parle après du reste parce que c'est sur l'autre diapo. La maladie hémorragique, donc en gros, des hémorragies. Voilà. Et la myxomatose, ça, c'est un cas terminal de myxomatose. Donc, on ne le voit pas très bien, mais ça respire gueule ouverte, avec les yeux tout collés. Et elle est morte 2 heures après. Pourquoi, qui on le fait une fois par an, il n'y a pas de rappel. C'est bien plus simple que pour les chiens-chats. Même la première fois, il n'y a qu'une seule injection normalement. Et on vaccine tous
tous les lapins parce que c'est transmis aussi par les moustiques. Ça arrive qu'on ait des maladies hémorragiques ou des myxomatoses sur des lapins d'intérieur. Donc, ce n'est pas parce que le lapin ne sort pas qu'il ne peut pas être piqué. Le mieux, c'est de conseiller un début de vaccination au début du printemps, avant qu'il y ait vraiment beaucoup de moustiques. Mais ce n'est pas une raison qu'ils ne sortent pas. Et ça, il faut aussi insister, si on vous demande, il faut aussi assister. Pourquoi les deux, c'est des maladies qui sont quasiment à 100% mortelles. Une fois qu'elles sont déclarées, nous, on ne peut plus rien faire quasiment. Le lapin, là, on l'avait eu 3 jours avant, il avait les yeux collés, il respirait fort, on lui a tout mis, on lui a mis toute la pharmacie, on lui faisait énormément de soins, mais il est quand même mort, il s'est quand même dégradé. Et l'autre, la maladie hémorragique, c'est un parvo, hein. Donc c'est comme le typhus, comme la parvo du chien, c'est l'horreur, ça saigne et franchement, c'est hyper compliqué. Et c'est méga contagieux, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Ça va? Dis-moi. Ça se transmet comment exactement entre les personnes assez contagieuses? Du coup, c'est comme la parvo, hein. En théorie, il faudrait faire, les selles, les sécrétions, nous, les mains, tout ce qui a plus ou moins touché le lapin. Hein. C'est résistant? Ouais, hyper résistant. Oui. C'est un parvo, hein. Vous, on vous fait flic avec la javel, avec le sas, avec les gants, la combi et tout ça, mais c'est pas pour rien, hein. C'est parce que c'est hyper résistant et que c'est hyper contagieux. Nous, en NAC, en vrai, on n'a pas un bon sas, on n'a pas un bon truc, mais il faut essayer de faire au mieux, quoi. Il n'y a pas de rappel de vaccination pour... Tous les ans. D'accord, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de primo. La première vaccination, c'est en une seule injection. D'accord. Yes. C'est bon, je continue? Et à partir de quel âge? Dis-moi. On peut faire hyper tôt, hein. Je crois que c'est 2-3 mois, hein. Même avant, hein, je crois. Après, quand on commence vraiment trop tôt, genre 6-9 semaines, il faudrait que je revoie exactement, mais on est obligé par contre de faire un rappel. Mais honnêtement, ça arrive quasiment jamais, parce qu'en animalerie, ils sont souvent vendus à 2 mois quand même. Dis-moi. Et les femelles gestantes, on peut les vacciner aussi? Avant? Ça, c'est hyper controversé aussi, en fait. Honnêtement, la question se pose quasiment jamais parce que la gestation, ça dure un mois. Hein. Donc, en théorie, soit tu attends un petit peu, soit tu le fais vraiment avant. Si c'était une portée qui était voulue, ce qui n'arrive jamais. En vrai, au pire, tu fais le shoot avant. Parce que si tu fais le shoot pendant, tu as quand même un risque d'avortement avec le stress, avec tout ça. Donc, mais c'est comme chez les chiens-chats. Hein. Tu as un éleveur qui t'amène, tu vois qu'il est en retard de son vaccin, tu lui conseilles de faire le vaccin, la chienne avorte, c'est pas forcément le vaccin, mais c'est quand même ta faute. Donc là, c'est pareil en fait. Moi, j'aurais quand même tendance à éviter de vacciner une femelle gestante. Ok, alors, on va essayer d'aller un petit peu plus vite parce que là, on a revu vraiment toutes les bases. Les herbivores, les autres, le cobaye, le chinchilla et l'octodon. Je les ai séparés quand même en 2 parce que lui, il se rapproche quand même beaucoup du lapin au niveau alimentation, alors que les 2 autres, pas de verdure. Pas de verdure, pas de verdure. Et ça, c'est hyper important quand vous êtes en NAC. Pas de verdure sur les chinchillas et les octodons. On évite au maximum. Alors que eux, vous pouvez y aller, hein, comme les lapins à foison. Et très souvent, et ça c'est un peu notre faute aussi, on oublie de mettre la vitamine C. Mais normalement, tous les jours, les animaux, ils doivent avoir leur vitamine C. Les cobayes. Les cobayes, ils ont un déficit, ils n'arrivent pas à métaboliser la vitamine... Enfin, ils n'ont pas l'enzyme qu'il faut pour synthétiser la vitamine C. On est obligé de leur apporter par voie orale. Si on ne le fait pas, ils ont un déficit en vitamine C. Et quand ils sont malades, ils ont des besoins qui sont accrus. Okay, donc ça, on essaye d'y penser, mais avec tous les soins, toute la pathologie, des fois, on n'y pense pas. Donc, un cobaye qui n'a pas de vitamine C, vous nous demandez. Parce que dans certains cas, on n'en met pas, rare, mais des fois, on n'en met pas. Mais la plupart du temps, c'est qu'on a oublié. Ouais. Comment ils font dans la nature? Ils mangent des aliments qui sont très riches en vitamine C. Tu peux, mais si tu veux aller acheter des clémentines tous les jours, à chaque fois qu'on a un cobaye, il n'y a pas de problème. Ils peuvent manger des clémentines. Ouais, carrément. Tu vas pas en trouver toute l'année. Ouais, après tu peux tout donner, tout ce qui est riche en vitamine C. Il y a toute une liste, genre les poivrons, et puis dans la nature,
cobayes dans la nature. Les gens Voilà. ne peuvent pas donner des granulés. Dans les granulés, il ne peut pas y avoir de la vitamine C. Si, mais pas dans tous les granulés. Et en fait, oui, la vitamine C, elle se donne soit par voie orale, directement dans la bouche, jamais dans l'eau de boisson parce qu'elle se désactive hyper rapidement, soit tu as des comprimés avec une forme stabilisée de la vitamine C. Mais c'est une forme stabilisée de la vitamine C. C'est hyper important. Les gens, ils ont tendance à faire souvent ça chez eux, à mettre dans l'eau de boisson, non? Ouais, c'est pourri. Non, c'est pas ça qu'il faut faire parce que ça se désactive. Mais oui, c'est plus simple. Tu mets ça dans l'eau de boisson, tu t'en fiches. Et puis, après, il faut savoir à quelle fréquence ils changent leur eau. Ouais. C'est toujours la même chose. Le mieux, c'est 1 millilitre par cochon d'Inde, tous les jours, par voie orale. OK. Il ne veut plus fonctionner? Non. Ah, c'est bon. OK. Donc, le cobaye. Franchement, vous prenez un cobaye comme vous pouvez. Il n'y a pas de risque particulier, vous l'attrapez, quoi. Ça va pouiquer, mais ça va aller. Les injections, il faut faire gaffe quand même, parce que les cobayes, le nombre de propriétaires qui me disent « je ne peux plus caresser mon cobaye sur le dos tellement il a eu d'injections ». Ça met des semaines à partir. Ils sont traumatisés, les cobayes. Donc, il ne faut pas hésiter à vraiment varier les zones. Je sais que c'est hyper dur. En plus, ils ont vraiment une peau de cochon. Mais il ne faut pas hésiter à le faire des fois, même en 2 points, quitte à piquer 2 fois, mais à en faire moins et à vraiment varier les endroits. Parce qu'en plus, le nombre de gens... Enfin, les propriétaires de cochons d'Inde, ils sont des fois un peu spéciaux. Donc... ça leur fait mal, certes, mais en plus, il suffit d'avoir une petite goutte de sang sur le pelage blanc de Kiki, ça y est, c'est la mort en fait. Hein. Mais vraiment, c'est moi qui réponds aux mails et je vous jure que c'est vrai. Donc, il faut vraiment faire au maximum attention pour ça. Et eux, par contre, vraiment passer le maximum de choses dans les pidgettes, comme on a dit pour le lapin, c'est encore plus important d'éviter de les piquer 15 fois. Hyper important, la cachette. Et la cachette, pas avec la porte devant nous, parce que ça ne sert à rien une cachette où ils nous voient. C'est la porte sur le côté. C'est bête, mais en fait, sinon, ça rajoute rien niveau bien-être. Vous prenez les boîtes de seringues de 1, là, en carton, vous faites une porte et ils sont super contents. Et ça évite qu'ils soient complètement stressés et ça leur permet de récupérer quand même plus vite. Les prises de tempeh, vous vous amuserez à faire la prochaine fois que vous êtes en NAC, une prise de tempeh sur un cobaye. C'est pas simple parce qu'ils ont une espèce de poche avec un cloaque. Il faut vraiment avoir le coup de main, donc n'hésitez pas à nous demander, même pour vous entraîner. Hein. Mais parce que des fois, on met prise de tempeh, on voit 36,6, vous l'avez mis en couveuse, mais c'est juste que ça a été mal pris, c'était dans le cloaque en fait. Donc, il ne faut pas hésiter à nous demander la prochaine fois pour que vous sachiez bien faire. Le chinchilla, c'est super cool le chinchilla comme espèce. C'est hyper vif, il faut faire gaffe. Des fois, c'est un peu caractériel, mais en général, c'est gentil. Si ça vous crache dessus ou que ça vous grogne dessus, bon, vous y allez avec la serviette, mais en général, c'est juste le temps de les attraper et après, ils sont mignons. Ouais, ça grogne de ouf. Ouais, je te ferai pas le bruit, mais ouais. Donc, la contention, franchement, les soins dans les bras. Un chinchilla, c'est dans les bras. C'est tellement plus simple. Même pour le gavage, vous le calez contre vous, ça va sauter partout sur la... Ou alors, il faut vraiment bien le bourriter dans une serviette pour le mettre sur la table. Mais vraiment, ça saute. Et franchement, le chinchilla qui se fait sa fracture pendant les soins, non, pitié. C'est nocturne, donc soit vous le mettez tout à gauche là dans le chenil pour qu'il soit le maximum dans le noir, soit carrément vous mettez une alaise par-dessus, on check de temps en temps qu'il est bien vivant, qu'il vit sa vie, mais c'est censé être nocturne, donc vous qui travaillez en nuit et tout ça, vous êtes bien content d'avoir vos volets la journée pour dormir. Eux c'est pareil. Donc voilà. Et le chinchilla, je ne sais pas si vous avez déjà vu, les chinchillas qui se font leur toilette dans leur bain de terre. Ça, c'est pareil, en fait. Faut pas hésiter. En fait, c'est du sable. Et les chinchillas, comme les octodons, comme les gerbilles, on en reparlera, c'est des animaux qui vivent normalement dans des environnements désertiques. Donc, ça se roule dans le sable pour se nettoyer. Donc, il ne faut pas hésiter. Là, c'était à coup. On lui avait mis son petit truc et il s'était roulé. Il était hyper content.
sur un animal, bon, pas pour un animal qui reste 24 heures, mais sur un animal qui reste 3, 4, 5 jours, ils sont déjà pas bien. Si en plus, ils peuvent même pas faire leur toilette, les pauvres, c'est pas cool. Donc, n'hésitez pas à nous demander. On évite de le faire sur les atteintes respiratoires. Donc, ouais, si vous voulez prendre l'initiative, il n'y a aucun souci. Au contraire, avec plaisir. Faudrait que je regarde. De toute façon, les propriétaires de chinchillas, c'est pareil, hein, ils t'amènent leur maison en général. Donc, à voir. Moi, la dernière fois, à Coup, ils avaient amené le sable. Mais ouais, c'est vrai qu'il faudrait qu'on en ait un acte, il faut que je vérifie. L'octodon. C'est vraiment une espèce pas sympa, hein, l'octodon, quand même. Hein. De façon générale, il faut partir du principe que l'octodon, il va vous bouffer. Vraiment. Mais vraiment. Je pense qu'il ne faut pas que vous discutiez avec Elisabeth son expérience avec les octodons. Mais vraiment, il faut partir du principe que c'est pas gentil, que c'est mordeur et que ça va s'enfuir. Donc, vous ne le sentez pas, vous me demandez. Vraiment. En général, les soins des octodons, je les fais avec vous parce que c'est vraiment pas simple. En gros, vous les chopez avec la serviette, vous les calez, vous les catchez, vous les enfermez, vous les asphyxiez pas, mais vous les catchez. Et si vous ne le sentez pas, vous nous attendez. Il ne faut pas que l'octodon s'enfuit. C'est hyper relou. Quand il s'enfuit, après, on court partout, c'est pas top. Donc la morsure, on n'attrape pas par la queue, je vais vous montrer après. Et pareil, les bains de terre, quand ils sont sympas. Eux deux, ils étaient hyper sympas. C'était Roméo et Juliette. Mais eux, ils étaient super cool. Mais quand ils sont pas sympas, on les laisse dans leur boîte au maximum et on les manipule pas. Ils sont comment avec leurs propriétaires? Ça dépend, vraiment. Il y en a qui peuvent pas attraper leur octodon. Et les gens, ils prennent ça pour super. Parce que c'est hyper mignon. Ah, c'est hyper mignon. Là. Bah ouais. Les gens, ils prennent ça pourquoi? Ils te disent. Et un poisson rouge? Pourquoi tu prends un poisson rouge? Tu vois? Pourquoi tu prends un hamster qui mord? C'est pareil. Hein, on sait pas. Et moi, je trouve ça rigolo. Ouais, ça, c'est le scalp de la queue. Le scalp de la queue, parce que ça, c'est un réflexe. À partir du moment où ils se sentent en danger, où il y a une pression sur la queue, ça scalpe. Et ça le fait pas trop. Les gens sont pas très contents quand ça arrive. Et ça, c'est soit on attend que ça nécrose, soit on l'ampute proprement. Voilà. C'est pas grave, hein. Dans l'absolu, c'est pas grave, mais ça la fout mal, ouais, c'est clair. Et ça, c'est important. Si vous ne sentez pas, vous demandez. Ok. Les gestes techniques. Ça, on ne reviendra pas dessus. Juste quand les soins sur les octodons, vraiment, vous y allez à deux. Il y en a un qui tient et qui catch l'octodon dans la serviette et l'autre qui pique. Les IM, vous n'en avez pas besoin d'en faire. Les intra-osseux, c'est pareil que chez le lapin, c'est dans le tibia. Les prises de sang. Les prises de sang, il n'y a que le cobaye, vraiment, qu'on peut faire vigile. Ouais. La saphène externe, et encore, on n'a pas vraiment beaucoup de débit. Les jugulaires, c'est relou, honnêtement. Le mieux, c'est vous sédatez votre animal et vous faites une veine cave crânienne. Je vous montrerai après. Et ça, c'est pareil. Hein. Bon, peut-être pas sur eux, mais une veine cave crânienne sur un furet, j'aurais dû t'en faire une. Ouais, dans le thorax. C'est hyper simple, en vrai. C'est vraiment pas compliqué. Et au pire, vous vous loupez. Le cathéter, c'est super compliqué. Franchement, c'est pas simple. C'est forcément sous anesthésie générale. Donc ça complique quand même beaucoup les choses. Honnêtement, sur un octodon, c'est pas faisable, je pense. Il faut scarifier et on fait à la céphalique, à la saphène ou à la métatarsienne chez le chinchilla. Ces espèces-là, à part le cobaye qui est quand même hyper sympa, le chinchilla, l'octodon, ça bouffe la perf, ça peut rogner le V-trap, ça mange tout en fait. Il faut vraiment le protéger plus et le checker plus aussi. En général, quand ils en sont à manger leur cathéter, c'est que potentiellement, ils n'en avaient pas forcément autant besoin qu'on pensait, mais quand même. La glycémie, les coussinets, parce que ça a des coussinets. Mais chinchilla sur l'oreille, on voit super bien les veines par transparence. Vous piquez sur une veine, vous faites comme un chat et ça passe super bien. Ça, vous n'avez pas besoin de nous pour le faire, si vous ne lâchez pas le chinchilla, bien sûr. Voilà, l'intra-osseux dans le tibia pour le cobaye. Ça, c'est la tête, elle est là, du cobaye. Et on plante dans le thorax. Je vous montrerai un peu plus sur le furet comment on fait. On scarifie, donc on prend une aiguille. Moi, je ne prends pas une orange, je prends une jaune pour faire un bon trou.
parce qu'en fait, sinon, on ne peut pas pousser le cathéter. C'est impossible, c'est hyper dur. Donc, voilà. Et un petit cathéter, c'est un chinchilla mignon. Ouais, les urgences, je ne vais pas revenir dessus. C'est tout pareil que le lapin. Voilà. Il n'y a pas vraiment de différence majeure. Juste le chinchilla, l'octodonte, ça fait moins de stase vraiment digestive comme un cobaye ou comme un lapin. Par contre, ça peut avoir la chiasse, ça peut respirer n'importe comment, ça peut convulser, enfin voilà. Et là, on va passer juste sur les urgences un peu spécifiques d'espèces. Du genre, le SDTE du cobaye. C'est une stase plus où le cobaye va mourir. Parce que honnêtement, il meurt. Non mais enfin, il y en a. Enfin, en tout cas, moi j'en ai eu quand même déjà une bonne dizaine, bonne quinzaine. J'en ai aucun qui a survécu. Quelque chose qu'on ait fait, ça n'a pas fonctionné. Il est mort en quelques heures, une dizaine d'heures. Genre, c'est une torsion d'estomac. Alors, je ne sais pas si la torsion a vraiment été décrite. Ah, si. Attends, ouais. Donc, l'origine, on ne sait pas pourquoi. Un peu comme chez le chien, on ne sait pas exactement ce qui se passe. Le pronostic, il est pourri. Et en général, il meurt. Donc, c'est plus ou moins facile de diagnostiquer un SDTE. Là, bon, voilà. Il y a de l'air partout. Et je pense que ça a déjà pété, en fait, vu l'air qu'il y a à côté du foie. Il y a un pneumo-abdomen. Bon, là, il n'y a pas trop de doute. Hein. C'est n'importe quoi, là. Et lui, il est un tout petit peu plus subtil. On a l'estomac qui est en bas et en fait, il y a le sécom ici qui est passé par-dessus. Donc, en fait, il y a vraiment eu une rotation pour que ça fasse ça. Mais en vrai, vous avez le tympanisme et tout comme d'habitude. Ça, honnêtement, ça va mourir. Vous pouvez essayer de sonder comme les chiens-chats, poser un cathé, faire ce que vous voulez, partir en chire. Ouais. Jamais. Non, tu te regardes pas parce qu'en fait, surtout que c'est tellement fin, ça va tout lacérer. Hop, choc septique. Tu l'as tué plus vite. Non, tu te regardes pas. T'évites quand même. Le paraphimosis du chinchilla, hyper classique. C'est le pénis qui est en fait, il y a très souvent un anneau de poil ou une irritation un peu chronique avec le sable et l'hypersexualité chez le mâle qui fait qu'à un moment, il est sorti et il ne rentre plus avec un énorme œdème. Hyper giga classique et ça c'est une urgence. Parce que ça peut démacier plus et après en fait il se le bouffe en fait et ça pisse le sang. C'est hyper impressionnant pour les propriétaires. Et puis en fait il y a quand même la vascularisation qui est compromise, etc. Donc c'est important de venir très rapidement. Si les gens ne veulent pas venir pour X ou Y raison, ce qui est conseillé, c'est de l'eau froide, de retirer bien sûr les copeaux et la terre à bain. Ça concerne les mâles entiers, bien sûr, vu qu'il y a une hypersexualité, en fait, ils le sortent plus fréquemment. Il y a des poils qui se mettent là, comme le petit anneau de poil. Voilà. Donc la douleur, ça fait des plaies, ça nécrose, ça s'infecte, c'est un peu dégueu. Donc c'est une urgence. Le scalp de queue dont on a parlé donc là pour l'octodonte, c'est valable aussi pour la gerbille. Est-ce que pour le chinchilla, j'en ai jamais vu, mais pourquoi pas. C'est pas vraiment une vraie urgence. Hein. Si vous avez ça au téléphone, en fait, ils peuvent venir le lendemain et on ampute le lendemain ou on essaye de juste mettre un traitement médical, mais c'est pas spécialement douloureux non plus. C'est juste qu'ils ont perdu leur lambeau de peau sur la queue, mais c'est pas non plus... Voilà. Faut enlever les copeaux, faut enlever la terre à bain, faut mettre au propre, faut mettre de l'eau et désinfecter si on peut, mais on le laisse surtout tranquille, quoi. L'animal, s'il n'est pas touchable, s'il en est là, c'est que la manipulation a été pas bonne. Ça veut dire que l'animal n'est pas forcément manipulé correctement ni fréquemment, quoi. Voilà. Pour les conseils de base du cochon d'Inde et du... Je sais pas quelle heure il est. Ah, ça fait déjà 1 heure. Donc, il n'y a pas de vaccin.
La stérilisation et les castrations sont possibles chez toutes ces espèces, mais vraiment, les risques sont plus accrus niveau anesthésique. Est-ce que c'est vraiment utile à voir? Et en fait, il y a ces indications médicales. Les kystes ovariens pour les femelles, et encore, on peut se dire, le kyste ovarien, quand il sera là, on verra. Parce qu'opérer un cobaye, c'est pas opérer un lapin. C'est forcément plus risqué, il y a plus de complications. C'est pas évident, quoi. Il y a vraiment, je crois que la castration de cobaye, c'est la convenance où il y a le plus de complications derrière. Les paraphimosis chez chinchilla pour le mâle, et sinon, je crois qu'il n'y a pas d'autres indications vraiment spécifiques médicales. Ça va toujours? Je vous ai pas perdu. Le furet, il faut partir du principe qu'il est méchant, sauf si on vous dit qu'il est gentil. On met pas la main dans la cage comme ça quand on ne connaît pas. Faut quand même se méfier parce que franchement, c'est hyper relou, la truc mordeur et tout. C'est comme les chiens-chats. Si vous vous faites mordre derrière et qu'en plus il meurt, faut couper la tête et tout. Franchement, c'est pas cool, quoi. Donc, protégez-vous. Aussi pour vous, hein. Pas que pour nous avec le truc, c'est un peu relou, mais ça fait quand même mal. En général, nous, on vous le dit s'ils sont sympas ou pas, mais il faut quand même partir du principe qu'il faut quand même se méfier. Tous les soins par voie orale, vous tenez par la peau du cou. Vous allez avoir des surprises sinon. Ils vont tourner la tête, ils vont tout vous recracher, vous allez tout devoir préparer. Faites avec la peau du cou, c'est un peu barbare, mais ça prend moins de temps et il a son médoc. Dans la cage, c'est des animaux qui adorent les trucs doudous, qui se cachent, etc. Donc, si vous ne voulez pas passer votre journée à nettoyer la cage parce qu'il a fait les confettis avec son alaise et qu'il en a foutu partout et qu'il a mis sa bouffe de partout, son eau de partout, vous mettez une serviette. Ou alors, en général, il y a des doudous dans la cage. Voilà. Donc oui, ils ont tendance à recracher les traitements par voie orale plus. Donc soit effectivement vous tenez l'animal par la peau du cou, vous lui mettez au fond de la gorge et en fait il va déglutir et vous relâchez pas l'animal tout de suite. Vous attendez qu'il déglutisse parce que sinon il va le garder et dès que vous allez le lâcher, il va tout vous recracher. Ou alors, si on vous dit qu'il n'y a pas besoin de le mettre à jeun, vous préparez le gavage de Carnivore Care, là, de l'Emred, et vous mettez un peu de médicaments, un peu de gavage, et ça passe mieux. Il déglutit mieux. Voilà. Pour les gestes techniques, sous-cut, méfiez-vous quand même. Un animal qui est hyper gentil, il est hyper gentil, mais quand vous le piquez, faites quand même gaffe. C'est quand même mieux de les faire à deux, si vous pouvez. Ou alors, vous le mettez la tête dans une serviette, faites gaffe parce que ça mord des fois à ce moment-là. La prise de temps, honnêtement, c'est vraiment des crevettes, c'est vraiment des anguilles. C'est hyper relou à faire les prises de sang vigile. Les veines caves, on peut les faire vigiles. Moi, j'arrive à les faire toute seule. On pend l'animal en fait par la peau du cou avec une main et avec l'autre main, on pique dans le thorax. C'est pas le plus cool, mais ça se fait sur un animal qui peut pas être sédaté. Les cathéters, c'est pareil, c'est hyper compliqué. Il faut le faire sous-âgé, il faut scarifier. Et la glycémie au coussinet. Tu les sens au doigt, les veines caves crâniennes? Pas du tout, c'est tout en aveugle. Ouais. Ouais. Parce que vous avez un super débit et quand vous piquez, ça vient tout de suite et tout, mais ouais. J'arrive. La veine cave crâniale. La veine cave crâniale, c'est vraiment pas compliqué parce qu'en fait, tu n'as pas besoin de la sentir. Mais la prochaine fois, vraiment qu'on a un furet, si on a l'occasion, mais le truc, c'est qu'on a toujours plus ou moins quand même des stagiaires. Il y a les internes aussi de canines qu'on essaye quand même de faire le maximum de choses. Mais si vous avez l'occasion, en gros, chez le furet, le cœur, il est hyper bas. D'ailleurs, si vous avez une réa de furet à faire, vous ne le faites pas en haut, vous le faites au milieu du thorax, sinon ça ne sert à rien. Donc, en gros, vous avez votre première côte qui est là, ok, et vous avez votre manubrium du sternum, donc le petit bout du sternum. Et donc, vous allez vous mettre pile à l'angle entre les deux, quoi, au niveau de l'angle. Ça, c'est pour la position. Ensuite, vous mettez un angle de 45 degrés et vous visez le genou opposé. Ok ? Vous enfoncez toute l'aiguille avec une aiguille orange et vous aspirez et vous remontez tout doucement. Le plus important, c'est de ne pas réorienter l'aiguille dans le thorax. Sinon, vous la serrez. Et là, vous avez un risque d'hémorragie. Voilà. Mais sinon, vous pouvez repiquer. Non,
Non, mais sinon, vous pouvez repiquer autant de fois que vous voulez. Si vous n'avez pas touché, enfin, vous n'avez rien lésé, en fait. Donc, vous loupez, c'est pas grave. Vous faites l'autre côté, vous revenez sur le côté. Mais le plus important, c'est que vous gardiez. Moi, ce que je fais, c'est que je tiens vraiment la garde de mon aiguille, j'aspire avec l'autre et je remonte tout dans le même axe. Et là, vous n'avez pas de risque de lacérer quoi que ce soit. Et au pire, vous loupez, c'est normal. Vous scarifiez. Vous faites un bon trou, pareil, hein, les furets, ça a une bonne peau épaisse, et vous mettez votre petit cathéter. Vous êtes content et vous le protégez bien parce que c'est un furet, ça va le manger. Urgence. Comme les chiens-chats. Franchement, les urgences, c'est pas les mêmes causes, c'est pas les mêmes trucs, mais franchement, comme les chiens-chats. Ça respire pas bien, c'est une urgence. Ça fait des vomissements aigus, ça peut être un corps étranger, c'est un petit jeune, hop, ça vient en urgence. Les diarrhées profuses, pareil. Quand ils sont hyper pas bien, pareil, ça vient en urgence. Après, on a 2-3 trucs qui sont vraiment spécifiques du furet. Ça, hyper classique. Diagnostic au téléphone, honnêtement. Et ça, c'est votre rôle de faire le diagnostic au téléphone là-dessus. Parce que le fait, là, quand on vous dit « ouais, mon furet, il a plus de 3 ans, aujourd'hui, il était un peu moins bien, et là, il est complètement à plat, il n'arrive même plus à marcher tellement il est faible, j'ai l'impression qu'il est paralysé des postérieurs. » Hyper classique, insulinome, hypoglycémie. Hyper, méga, giga classique. Quasiment tous les furets de plus de 4 ans ont un insulinome. Donc, et au pire, vous n'êtes pas sûr que c'est ça, vous leur dites « c'est une urgence, il faut venir parce que c'est peut-être ça, peut être autre chose, mais c'est peut-être ça. » Mais vous mettez du miel sur les gencives avant pour essayer de remonter un petit peu la glycémie. Parce qu'un animal qui descend trop bas, ça fait des convulsions. Et ça, c'est une complication hyper fréquente. L'animal qui n'était pas bien, qui était parétique, et maintenant il convulse. Ah on va venir en urgence finalement. Mais voilà, donc ça perd conscience, comme une hypoglycémie de chien et de chat. Mais par contre, chez le furet, il y a vraiment une paralysie des postérieurs. C'est vraiment un signe caractéristique dans cette espèce-là pour l'hypoglycémie. Les syncopes, c'est pareil. Des fois, vous allez avoir du mal à faire la différence, et même les gens, entre la syncope et l'hypoglycémie. Au pire, vous lui mettez du miel sur les gencives. Faut pas non plus, moi j'ai eu une fois un propriétaire qui avait presque noyé son animal en mettant du miel dans la gueule. Ok. Mais bref, il faut leur dire, vous mettez de chaque côté, vous mettez juste sur les gencives, mais il n'y a pas besoin de lui en mettre, de lui bourrer dans la tête. Donc, c'est difficile des fois de faire la différence entre les syncopes, qui sont vraiment un défaut d'oxygénation au niveau du cerveau, par rapport à l'hypoglycémie. Mais en fait, c'est pas grave. De toute façon, dans les deux cas, c'est une urgence absolue. Au pire, vous avez mis du miel sur une syncope, c'est pas grave. Les conseils de base. Ça, hyper important aussi, parce que de plus en plus, c'est rentré un peu dans les mœurs, mais il y a encore des gens qui n'y connaissent rien et qui demandent à qu'on castre un furet. C'est non, parce que j'aurais pu vous mettre le petit schéma, mais c'est pas très important. Ouais, c'est ça. C'est qu'en gros, les hormones sexuelles vont non seulement sur les testicules et sur les ovaires, mais aussi sur les surrénales. Et quand on enlève l'organe des surrénales et des testicules, toutes les hormones sexuelles, elles vont aller surstimuler la surrénale et provoquer une maladie surrénalienne et des cancers au niveau des surrénales. Donc, on met des implants qui permettent de couper toutes les hormones et d'éviter l'apparition de ces maladies surrénaliennes. Donc, pas de chirurgie et on pose des implants. De toute façon, il faut venir, mais pas de chirurgie. Il y a encore plein de vétos qui le font, c'est non. Ou alors, il faut faire signer un petit papier en disant vous êtes bien conscient que dans 2 ans, il va avoir sa maladie surrénalienne. Voilà. Mais au téléphone, il ne faut pas dire oui, on fait des castrations de furet, ça coûte tant. Non, c'est le gold standard, c'est quand même l'hormone, c'est quand même l'implant. La vaccination, oui, avec la maladie de Carré. Bientôt, Virbac va sortir un vaccin spécial furet où il n'y aura que la maladie de Carré. Mais pour le moment, on utilise les vaccins de chien-chat, où on vaccine aussi pour la parvo, pour l'hépatite de Rubart, voire pour le parainfluenza. Ça ne sert à rien, ça met énormément de valence. Et ce qu'il faut faire attention, et ça aussi c'est votre rôle, parce qu'un furet qui est vacciné, c'est au moins 30 minutes dans la salle d'attente après l'injection pour voir s'il n'y a pas de choc anaphylactique. Et c'est vous qui êtes en première ligne, parce que nous, on est retourné en consulte, et c'est à vous sûrement qui vous allez devoir faire les corticos pour essayer de sauver l'animal.
Voilà, la rage comme les chiens-chats, tout pareil. De toute façon, c'est avec ICAD. Ouais. Quand ça arrive, ça veut dire qu'on vous appelle et on fait des corticants maintenant. Ça dépend de la personne. Mais en fait, faut... C'est la dose qu'on fait. J'en sais rien. Faut 0,5. En vrai, non mais en vrai, ça dépend de avec qui tu travailles aussi, tu vois. Mais c'est juste que ça peut être, enfin, si le veto il est en chirurgie à ce moment-là, que toi tu es tout seul, bah, tu lui demandes, mais c'est toi qui va être amené à faire les corticaux, et là par contre tu les fais en IM pour que ça aille plus vite. L'alimentation, bon, les proies entières, nous aussi on donne les croquettes, il faut faire attention auxquelles, mais sinon il y a les rations ménagères, le carnivore car sinon, en hospice. Vous ne pouvez pas vous tromper avec le carnivore car sur les furets. Ok, bon, on va essayer d'accélérer un peu. Dis-moi. Juste pour savoir, le fait de ne pas stériliser un furet, c'est quoi? Ça fait de problème comportementaux? Ça pue un furet. Non mais les mâles, il n'y a aucune indication à les stériliser. D'un point de vue médical, il n'y a pas de... Mais par contre, ça pue. Enfin, les gens, ils vont se dire, c'est une infection, on ne peut plus. Et c'est pour ça qu'on l'implante. Les furettes, par contre, ça fait des... Les furettes, c'est un peu comme les chats. C'est ça. C'est qu'en fait, elles sont en chaleur jusqu'à ce qu'il y ait un coït. Donc, c'est-à-dire que ça te fait un hyperoestrogénisme et ça peut te faire une aplésie médulaire sur le long terme. Donc, une furette, c'est soit on l'implante, donc on la stérilise, soit elle est en contact régulièrement avec un mâle pour faire sa portée, quoi. Ok, les autres. Ah, bah c'est la gerbille que j'ai oubliée tout à l'heure. Ou c'est la souris, je ne sais plus. Bon, gerbille, rat, hamster, souris, voilà, tout le même combat. Hein. À part les rats qui sont quand même hyper cool, la gerbille, le hamster, pareil, la souris, voilà. Mais non, mais enfin, après, ça dépend. Il y en a qui sont très sympas. Non, mais ils sont hyper cool, mais en soins, ils sont pas cool. C'est hyper difficile de faire toutes les sous-cutes, de faire tous les trucs tout seul sur un machin qui fait 30 grammes, qui se faufile. C'est un peu relou, quoi. Mais c'est mignon. Tout pareil que l'octodon et que le Kobe, on met bien une cachette dans la cage parce que les rats, en fait, ils aiment bien. Faut pas hésiter même à mettre un peu de coton dedans pour qu'ils fassent leur nid. Ils sont contents, ça les occupe. On met des croquettes, on met pas de frais comme les octodons. N'hésitez pas, surtout pour les souris, à faire des croquettes un peu pilées pour s'ils ont l'habitude de manger du dur. Et franchement, vous les gardez dans les mains ou alors vous faites ça au-dessus d'une table le nombre de fois. Il n'y a pas Charlotte, mais quand on avait eu la gerbille qui est tombée dans la poubelle, on essaye d'éviter. Ça se faufile beaucoup et c'est toujours la même chose. Si vous ne le sentez pas, il vaut mieux pas faire le soin que de tuer l'animal ou de le perdre en pleine nuit, c'est mieux. Les gerbilles, la même chose que pour l'octodon, la queue qui scalpe. Pour les gestes techniques, c'est exactement la même chose. Les sous-cutes, les IM, les intraosseux, les prises de sang. Les prises de sang, c'est la veine cave, c'est une anesthésie. Et honnêtement, sur une souris, une gerbille, on a une chance sur deux de la tuer quand on fait la prise de sang. Donc, c'est à voir, quoi. Le cathéter, c'est pareil. Vu la taille de l'animal, le rat, ça se fait. Le rat, ça se fait. À la céphalique ou à la saphène, ça se fait. Pas de problème. Par contre, les autres, tout de suite, on va plutôt passer sur un intraosseux. Et la glycémie sur les coussinets. Donc, les prises de sang et les cathés. Donc, la céphalique pour le rat. On peut faire aussi, il y a une veine dans la queue pour le rat. Ce qu'on fait, ce que Mine nous a dit de faire pour la queue du rat, c'est de tremper la queue dans de l'eau chaude pendant 10 minutes pour dilater les veines. Et ensuite, vous mettez votre garrot. C'est très rigolo. On évite quand même de poser des cathéters là-dessus, ça peut nécroser la queue. On évite de poser des cathés, on peut faire des prises de sang ou alors des cathés qui vont juste servir pour un scan, par exemple, mais pas un cathé sur le long terme. Moi, il y a une veine que j'aime bien aussi chez le rat, c'est la veine qui passe là. C'est le sillon, dans les incisives, en fait. Tu piques à l'aveugle et des fois, c'est pas mal.
Non, mais quand on a utilisé toutes les veines, qu'il nous manque 0,1, 0,2 pour faire on le fait. Ça se fait quand même bien. Et après, tous les intra-osseux. Non, mais on le fait pas vigile. Hein. Ça se fait. Les urgences. Les urgences, vous allez avoir plein de détresse respiratoire, plus. Les rats qui respirent mal, hyper classique, sous oxygène, toujours pareil. Hein. Comme le lapin, comme les autres. Voilà. Ouais, ça, hyper fréquent. Le truc qui respire hyper mal, c'est franchement, ouais, très fréquent. Le syndrome vestibulaire du rat aussi, ça c'est fréquent. C'est pareil, hein. Eux ils tournent pas trop, donc ça c'est pas une urgence. Hein. Ça c'est pas une urgence, à part s'il est au bord de la mort, hein. Mais en général ça va. Pour les spécificités un peu d'espèces, le wet tail syndrome, donc en fait c'est on va vous dire ouais je comprends pas, mon hamster il est un peu moins bien, il a la queue toute humide, ou il a de la diarrhée. Ça par contre c'est une urgence. Parce que ça peut très vite se compliquer. Ça se voit super mal, mais ma photo, elle est super belle. C'est un prolapsus du côlon chez un hamster, qui en fait, c'est un syndrome multifactoriel, nutritionnel, environnemental et un peu pour le stress aussi, infectieux. Enfin, voilà. Et ça peut arriver. L'exophthalmie, bon ça c'est pareil pour toutes les espèces, hein. Je l'ai mis pour le rat, mais c'est pareil pour le lapin, c'est pareil pour tous. Hein. Le rat qui a son œil qui sort comme ça, ouais, vaut mieux quand même venir qu'on puisse mettre des gouttes tout le temps, parce que les gens ils n'ont pas forcément ce qu'il faut, donc ça reste quand même potentiellement une urgence. Il n'y a pas de vaccin. Les stérilisations, les castrations... Voilà, ça dépend. Les rats, ça se fait. Les hamsters, les souris, même les gerbilles, ça commence à devenir un peu chaud. On n'en a jamais fait ici depuis que je suis là. Mais à voir, je pense que ça se fait. Et l'indication, c'est les tumeurs mammaires chez les rats. Hein. Enfin, ça, c'est hyper méga, ultra fréquent. Une boule sur un rat, c'est mammaire. Le tissu mammaire des rats, il remonte jusque sur le dos quasiment. Donc même une boule au-dessus de l'épaule, c'est potentiellement mammaire. Hein. Ça, c'est pas une urgence. Hein. Ou alors, ça veut dire que c'est une euthanasie, c'est une urgence. Mais voilà. Et le petit focus anesthésie pour finir. Les risques. C'est élevé. OK. Le lapin, 1%. Ouais, 1%, ouais. Bien 1%. Le cochon d'Inde, le problème, c'est que tout cela, là, on ne peut pas trop les intuber. C'est hyper compliqué d'intuber. Donc, quand vous m'appelez pour me dire j'ai une réa de chinchilla. Ouais. Et qu'on me dit je fais quoi? Ben, je sais pas. C'est intuber un chinchilla? Non, moi non plus. Ben voilà. Donc, oui. C'est frustrant, mais en même temps, je vois pas trop ce qu'on peut faire. On va pas lui souffler dans la narine, déjà que ça marche pas quand on les intube. Alors, bref. Voilà, donc les risques, ils sont élevés. Faut savoir expliquer un minimum pourquoi, parce qu'effectivement, on peut pas les intuber et qu'on n'a pas forcément de ligne de vie, parce qu'ils sont plus fragiles, parce que le post-opératoire est aussi risqué, qu'ils supportent quand même mal les anesthésies fixes par rapport aux anesthésies gazeuses. Enfin, voilà. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire pour essayer de diminuer aussi quand même le risque. Ça, c'est important, la mise à jeun. Le nombre de fois où j'entends venez, vous enlevez le foin, il est granulé la veille au soir et vous venez pour la stérilisation le lendemain. Non. On met un animal à jeun pour éviter qu'il vomisse. Un animal qui ne vomit pas, comme le lapin, comme le chinchilla, comme le cobaye, comme à peu près tout le monde sauf le furet, on ne le met pas à jeun. Donc, non, vous ne mettez pas à jeun un animal. La seule raison pour laquelle on va enlever la bouffe, c'est pour éviter qu'ils en aient partout dans la bouche et que nous, on ne puisse pas intuber. Si on a oublié d'enlever la nourriture, c'est pas grave. Mais par contre, vous nous le dites et on nettoie la bouche pendant qu'ils sont vigiles. Et on ne galère pas avec notre herbe et notre foin partout dans la bouche à intuber notre stérilisation et avoir le risque d'aller foutre des choses dans la trachée quand on va l'intuber.
C'est ça le plus important. Que vous ayez oublié ou qu'on ait oublié, c'est pas très très grave dans l'absolu. Il va pas vomir, ça va aller. Mais par contre, il faut juste qu'on puisse quand même derrière l'intuber et que ça soit pas la galère. Donc ouais, 1 heure, 2 heures avant l'anesthésie. Le furet à 4 heures avant l'anest, ça va hyper vite. Et moi, honnêtement, tous les animaux, enfin tous les furets qui sont anesthésiés, soit ils ont été vraiment à jeun et ça va, soit je leur fais carrément un coup de Prévomax, Prévomax Serenia là, pour éviter qu'ils vomissent. Voilà. Bon, les NAC, c'est gaz. Hein. On gaze tout le monde. Bref, on les gaze. On essaye de faire un peu plus quand même, surtout quand on doit les intuber. Mais honnêtement, enfin, il n'y a qu'ici qu'on fait ça. Le propofol en IV et tout ça, il n'y a qu'ici qu'on fait ça. Les prémèdes, ça se fait bien ailleurs, mais très souvent, vous allez induire votre animal, même au gaz. Vous allez enlever votre truc, enfin votre masque, vous l'intubez à l'aveugle ou à l'endoscope sans avoir forcément fait votre induction au propofol, à la Keeta, parce que mine de rien, ça fait une sacrée apnée. Alors ok, le gaz, ça fait une bonne apnée, mais une fois qu'on a injecté notre propofol, bah, tu as intérêt d'intuber rapidement, s'il est en train de vraiment de faire une bonne apnée et qu'il devient bleu. Et souvent, la plupart du temps, tous les vétos intubent à l'aveugle, et ça peut prendre du temps. On va y revenir sur les intubations. Bah, voilà. Y a 2 espèces qui s'intubent en NAC, vraiment. Après, quand on regarde dans les bouquins, il y en a qui arrivent à intuber des rats et tout. Mais pas ici. Le furet, comme le chat, c'est un peu plus technique quand même. Hein. C'est petit. C'est petit, mais comme un chat quand même. Vous pouvez le faire assez facilement. On prend le laryngo, on tire la langue, voilà, comme un chat. Le lapin, vous avez vu la taille de la trachée par rapport à la taille de l'animal c'est tout petit. Ça a des bons aryténoïdes qui se ferment bien. Vraiment, niveau intubation, c'est plus dur qu'un chat. Hein. Le chat, ça va, c'est easy hein, par rapport. Hein. Parce que lui, là, il est bien au fond, on ne voit rien du tout. Avec le laryngo, franchement, c'est une horreur. Il faut passer sur le côté. Enfin, c'est pas simple. Donc, soit on a le super endoscope comme on a ici, où c'est easy presque. Soit on essaye au laryngo, soit on fait à l'aveugle. Et à l'aveugle, c'est pas évident. En gros, il faut avoir un capno et on met le tube et on écoute. Et on met le capno et quand on arrive devant la trachée, on essaye de pousser c'est pas évident, hein, vraiment. Je sais que Faustine, elle le fait dans son autre clinique, ça se passe relativement bien, mais il faut avoir le coup de main. Sinon, on a ça, qu'on n'utilise jamais, mais qui existe et que je pense que certains vétos utilisent très bien dans leur clinique. Ça s'appelle un V-gel. Et en fait, c'est une intubation laryngée. C'est un petit truc, là, avec un embout. Et en fait, l'embout se cale sur le larynx et ça permet d'avoir... on peut quand même ballonner, on n'est pas dans la trachée, on est sur le larynx, mais c'est déjà pas mal. C'est mieux qu'un masque. Ça, on a besoin d'une capno. Ça bouge. Et le truc, c'est que si ça bouge mal, en plus, ça bouche la trachée. Donc, il faut quand même avoir un minimum l'habitude. Moi, je ne l'ai jamais utilisé personnellement. Mais je pense qu'il y a des vétos qui l'utilisent et qui l'utilisent bien. Mais il faut avoir une capno parce que, bon, on va éviter d'étouffer l'animal quand même. Voilà. Pareil, les voies veineuses, hein, classiques. La ligne de vie respiratoire, la ligne de vie veineuse, CF infra, ça peut être un cathé intraosseux, hein, c'est une ligne de vie. Hein. Comme je vous ai dit, c'est comme un intraveineux. Particularité chez les NAC, les yeux, les ulcères post-anesthésie, franchement, ça la fout grave mal. Hein. C'est pas top. C'est hyper globuleux. Et en plus, vous allez leur foutre un masque qui balance une tonne d'air. Ça va sécher et ça va faire des ulcères. Quand vous sortez une stérilisation avec viscal ophtalon, franchement, c'est pas top, quoi. Donc, soit vous faites comme chez nous et tous les lapins qui sont intubés, donc, dont les stérilisations de lapines, on leur coud les yeux.
Je ne sais pas si vous avez déjà vu, en NAC, on met un point en fait pour fermer la paupière et comme ça, on n'a pas d'ulcère. Ça prend du temps, mais en même temps, on coud la sonde à la bouche, donc on utilise le même fil. Bon, personne ne fait ça ailleurs, honnêtement, mais c'est une bonne technique. Mais sinon, il faut tout le temps lubrifier tout le temps. Et il faut faire hyper gaffe à l'hypothermie. Qu'est-ce que tu racontes? On évite. On évite. Donc la tempée, ouais, il faut faire hyper gaffe, hein, ça tombe en tempée hyper rapidement, il ne faut pas hésiter à rajouter des bouillottes, toujours sur le tapis chauffant, il faut mettre la sonde de tempée dès qu'on va au bloc, et il faut vraiment insister sur les chirurgiens pour mettre le warm touch, voilà, c'est pour ça qu'on vous fait un peu flic au bloc pour que bien préparer la soufflerie pour les NAC, mais en même temps, en général, ils finissent quand même à 36, donc après pour les remonter, c'est un peu relou. En conclusion, ça va, j'ai presque pas dépassé. En conclusion, en vrai, vous êtes hyper important. C'est super agréable quand vous vous investissez dans la journée et plus vous êtes avec nous et plus on vous laissera faire de choses aussi. Donc, n'hésitez pas à nous demander en début de journée si tu as un KT à me faire, n'hésite pas à m'appeler ou quoi que ce soit. Si vous êtes motivé, on vous laissera faire le maximum de choses. Ça, c'est sûr. Bon, après, je parle pour moi, hein, mais Elisabeth, ce sera la même chose aussi. On est relativement patiente et en général, on ne met pas trop la pression. Et puis, de toute façon, soit on vous laisse faire et au pire, vous loupez, soit on ne vous laisse pas faire parce que c'est trop important. Et dans tous les cas, vous avez le droit de vous louper. On est tous passés par là. Donc, n'hésitez pas à vraiment demander conseil quand vous avez une dose qui vous paraît chelou, un truc que vous ne trouvez pas, un truc que vous n'arrivez pas à faire, n'importe quoi. Moi, je préfère que vous me dérangiez toute la journée, mais qu'il n'y ait pas d'erreur sur mes cas, plutôt qu'on fasse 10 fois la dose de la morphine parce que la veille, j'ai fini à 4h du matin et que je me suis trompée dans la dose, quoi. Donc, il n'y a pas de problème. Et puis, voilà, n'hésitez pas aussi, si vous avez du temps, qu'on a plein d'herbivores, c'est à nous d'aller acheter les légumes. C'est un truc bête, mais on a des animaux qui mangent que des légumes en rémission. Donc, ça prend pas très longtemps. Mais voilà, les prises de tempé parce que vous ne le trouvez pas bien, c'est peut-être ça qui va nous faire déterminer, on va peut-être reprendre une glycémie, puis il commence à partir en choc septique sur son truc. Et ça va peut-être aussi changer la donne, et ça, c'est votre rôle, et c'est là-dedans que vous êtes vraiment le plus important. Donc, n'hésitez pas à demander si vous voulez vraiment faire des choses. Voilà, merci de votre attention. Alors, attends, parce que je vais revenir en arrière. Merde, ça veut pas. Mais non, je te jure. Attends. Maurice, noir, et Juliette. Les deux pignous. Ok, vous avez des questions? Alors. Ah mince, c'est pas ça que je voulais faire. Alors attends.